Chers étudiants, bonjour et ravi de vous retrouver avec une nouvelle vidéo qui porte également sur les notions de base qui appartient au chapitre de la sécurité physique. Donc, dans cette partie, nous allons voir essentiellement des notions de base qui portent sur la conception des circuits numériques, leur implémentation, les fonctions de simplification, les conditions indifférentes et les failles, quelques failles possibles de conception des circuits intégrés. Donc, comme vous le savez, chers étudiants, tout ordinateur est conçu à partir de circuits intégrés. Donc, on peut considérer l'ordinateur comme un système numérique. Donc, ce système numérique, on va considérer comme une sorte de boîte noire. Donc, l'ensemble des fonctions de sortie, elles dépendent essentiellement des seules variables d'entrée. Ces systèmes numériques, ils dépendent essentiellement de plusieurs concepts que nous allons voir par la suite, comme le signal numérique, signal analogique, signal asynchrone, logique combinatoire ou bien circuit logique versus logique séquentielle ou bien circuit séquentiel. Donc, on va commencer tout d'abord par les signaux numériques versus signaux analogiques. Donc, un signal analogique, comme le montrent les figures ci-dessus, c'est un signal qui est continu et qui peut prendre une infinité de valeurs. Contrairement à un signal numérique, c'est un signal qui est discret, discontinu, qui se résume en une succession de valeurs. Comme le cas ici par exemple, on a le 1, 0, 1, 0. Pour un signal synchrone, signal asynchrone, donc pour le cas de signal asynchrone, le signal est transmis n'importe quel moment. Il n'y a pas d'horloge entre l'émetteur et le récepteur. Les bits start et stop, il encadre le caractère émis pour permettre à l'organe de destination de repérer le début et la fin du caractère. En ce qui concerne le mode synchrone, donc là, un autre fil est ajouté qui transporte le signal d'horloge, qui va permettre de relier les deux éléments qui sont l'émetteur et le destinataire, va permettre de les synchroniser. Donc les bits des différents caractères sont transmis directement les uns à la suite des autres à chaque période d'horloge. Pour les circuits combinatoires versus circuits séquentiels, donc là, pour les circuits combinatoires, les sorties, elles dépendent essentiellement des entrées. Et les circuits combinatoires, ils sont définis par une ou plusieurs fonctions logiques. Alors que le circuit séquentiel, donc les sorties ne dépendent pas seulement des entrées, mais aussi des entrées des étapes précédemment ou bien des propriétés de mémorisation. Donc, dans un circuit séquentiel, on va retrouver deux blocs. On a le bloc combinatoire qui appartient à la famille des circuits combinatoires. En plus de ce bloc, il y a un bloc de mémorisation. Et cet état, il change à chaque fois qu'on a une nouvelle entrée. Et la sortie de cet état sera l'entrée de l'opération suivante. Donc, pour spécifier les circuits intégrés, donc déjà c'est quoi la spécification des circuits? C'est la description des différentes fonctionnalités du système et les caractéristiques de son utilisation. Donc, comment on va faire la spécification des circuits? On commence du plus haut vers le niveau le plus bas. Donc, la première des choses à faire, on doit déterminer les entrées. Ensuite, on va déterminer les sorties. Après ça, on va composer la table de vérité et on va déterminer les équations booléennes utilisées pour déterminer les sorties à partir des entrées. L'étape suivante est l'optimisation des équations booléennes et par la suite, on va réaliser la table de vérité qui sera optimisée ou bien le graphe de transition. Donc là, un ensemble de systèmes que vous pouvez manipuler. On va spécifier un système qui va déterminer les mois ayant 31 jours. On va voir par la suite d'autres exemples qui vont
essayer de mettre en pratique l'ensemble des étapes décrites dans ce slide. Donc, pour l'implémentation d'un système, la procédure de construction d'un système à partir de composantes simples. Donc, les blocs de construction sont essentiellement les portes logiques basiques ou dites aussi universelles, les bascules asynchrones dites flip-flop, ou bien les propriétés intellectuelles qui sont en fait des produits qui sont prêts et on peut les utiliser bien sûr en suivant les conditions d'utilisation d'une propriété intellectuelle. Donc là, voici un petit rappel des portes logiques. On a la porte AND, la porte OR, la porte NOT, la porte NAND, la porte NOR, la porte XOR. C'est l'équivalent de la multiplication. OR, c'est l'équivalent de l'addition. C'est le OU. Le NOT A, c'est l'inverse de A. Le NAND, c'est le AND plus le NAND, c'est le AND plus le NOT. D'accord? Le NOR, c'est le OR plus le NOT. Et le XOR, bien le OU exclusif entre l'entrée A et B. Donc ça, c'est un ensemble d'opérations qu'on peut effectuer en utilisant des portes logiques. Je vais prendre juste quelques exemples. Par exemple, si on additionne la même entrée, on aura toujours le même résultat. Donc on a aussi la commutativité, donc A plus B c'est égal à B plus A. L'associativité, donc on peut associer A avec B ou bien B avec C. L'élément neutre du OU c'est le 0. Et le A plus 1 c'est toujours le 1. Pour le E, donc on a la notion de l'associativité, de commutativité. L'élément neutre ici c'est le 1. Et le A plus fois 0 c'est égal à 0. Ainsi de suite. Donc, on va prendre ici un exemple d'implémentation de circuit intégré. Donc, supposons qu'on a, au niveau de l'exercice, un comité composé de 4 personnes. Un amendement est approuvé si au moins 3 personnes votent pour. Donc, on a un comité qui sera composé de 4 personnes et on va prendre en considération que le résultat est positif si on a au moins 3 personnes qui votent, ça veut dire 3 ou bien 4. D'accord? S'il y a juste 2 personnes qui ont voté oui, donc on ne va pas approuver cet amendement. Donc pour résoudre cet exercice, donc déjà on a 4 personnes qu'on va représenter par A, B, C, D et on a le résultat de l'amendement. Est-ce qu'il est approuvé ou non? Donc s'il est approuvé, il est à 1. S'il n'est pas approuvé, il est à 0. Par la suite, donc là, les différents cas possibles qu'on peut avoir dans cette situation, soit les 4 personnes votent contre, donc c'est l'équivalent de 0 pour chaque personne. Soit les 3 premières personnes qui sont A, B, C, D votent contre et le D vote pour. Soit le A, B, D contre, le C est pour, soit le C descend pour et le A, B est contre, ainsi de suite. Donc là, ce sont l'ensemble des cas possibles. Donc le résultat, nous avons dit qu'un amendement est approuvé si au moins 3 personnes votent pour. Ça veut dire que si les 3 personnes sont contre, donc le F aussi sera 0. Si une personne vote pour, d'accord, là aussi, c'est le 0. Si juste 2 personnes qui votent pour, par exemple le cas ici, le CD vote pour alors que le AB est sans contre, là, le résultat de F est aussi 0. Donc le résultat final est comme suit. Donc je vais prendre ce cas-là. Donc le A et là voté pour, les 3 autres personnes contre, donc F est égal à 0. Pour ce cas-là, A est contre, B, C, D sont pour, le cas est A. Et là, pour résumer la solution de ce circuit, on va chercher les résultats où F est égal à 1. Et ça qui va nous donner le résultat de F. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a le A qui est contre, pardon. B, C, D sont pour. Donc on va schématiser cette relation par A', d'accord? Parce qu'il était contre, on doit le rendre à 1. Donc c'est le note A' fois B fois C fois D. Voilà. A', B et C, D.
Le deuxième cas où f est égal à 1, on a là le A pour, le C et le D sont pour, le B est contre. Donc, c'est A, B', C, D. Le troisième cas, c'est le C qui est contre, alors que le D et le A, B sont pour, qui est l'équivalent de A, B, C', D. Le quatrième cas, c'est le D qui est contre, alors que le A, B, C sont pour. Donc, le résultat, c'est A, B, C, D'. Et le dernier cas où les 4 personnes vont voter pour, c'est A, B, C, D. Donc, la formule de f, elle est comme suit. Par la suite, on va procéder à l'optimisation de cette fonction. Donc, pour optimiser cette fonction, on va utiliser les opérations que nous avons présentées tout à l'heure. Donc là, je vais utiliser la méthode algébrique. Donc, la méthode algébrique consiste à utiliser ou bien à faire un ensemble de manipulations algébriques. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter A, B, C, D 3 fois. Et on sait très bien que A, si on a ça, cet élément A, donc nous avons vu que les relations que A plus A, par exemple ici A plus A est égal à A. Donc le fait d'ajouter le même élément ne va pas modifier le résultat de cette fonction. Donc je vais ajouter A, B, C, D 3 fois. Par la suite, je vais utiliser la notion de commutativité et d'associativité. Donc A, B, C, D, je vais le mettre à côté de A', B, C, D. Le deuxième A, B, C, D que j'ai ajouté, je vais le mettre à côté de A', C, D. De A, B, C, D', je vais mettre A, B, C, D. Et A, B, C, D' est à côté de A, B, C, D. Par la suite, ici, je vais procéder à une factorisation. Donc, entre l'élément commun, c'est B, C, D. Et on a A' plus A. Ici, l'élément commun, c'est A, C, D. Et par la suite, on aura A, C, D fois B plus B'. Ainsi de suite. Et on sait très bien que A' plus A, c'est égal à 1. D'accord? Et 1 fois BCD, c'est BCD. Donc, le résultat final de la fonction f est comme suit. Donc, on a f qui est égal BCD plus ACD plus ABD plus ABC. Là, c'est la fonction optimisée de f. Donc là, comme vous voyez, on utilise moins de portes logiques que la première expression. Et là, voici le circuit intégré correspondant à f. D'accord? On a utilisé des portes de multiplication, AND, et porte de et. On n'a pas utilisé ici le not si on a à manipuler par exemple la fonction normale. Si on utilise la fonction normale, on va utiliser plus de portes logiques, ce qui n'est pas optimisé pour la mise en place de circuits intégrés. Donc là, pour les fonctions de simplification, donc l'objectif de ces fonctions est de trouver une fonction équivalente avec un nombre minimum d'arguments. L'intérêt, c'est qu'on a les mêmes fonctionnalités, mais moins de matériel, ça veut dire moins de portes logiques à utiliser. Donc, le premier exemple, nous avons utilisé la méthode algébrique. On peut utiliser le tableau de Karnoff. Donc, ce tableau de Karnoff, je pense que vous l'avez déjà vu les années précédentes. Cela n'empêche que je vais effectuer un petit rappel. Donc, le tableau de Karnoff, c'est la transposition de la table de vérité, d'accord, dans un tableau de Karnoff. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder par la réalisation de groupements, soit de 1, soit de 2. Le plus important, c'est que c'est une puissance de 2. Par la suite, on procède à la minimisation des groupements par maximisation des termes dans un groupement. Et enfin, l'expression logique finale est la réunion des groupements après élimination des variables. Donc, on va prendre par exemple l'exemple de donner un circuit algébrique correspondant à ce tableau avant et après simplification. Donc là aussi, vous pouvez exprimer f en fonction de a, b, c, d'accord? Par exemple, le premier cas ici, f est égal à la somme de ces cas-là. Donc, f est égal à a', b, c, plus a, b', c, plus a, b, c', plus a, b, c. Et vous pouvez procéder à l'optimisation de ce tableau. Là aussi, un deuxième exercice. Donc, on a une fonction qui est la somme de 2, 3, 6, 7, 9, 13. Et vous pouvez procéder à l'optimisation de cette fonction. Donc là, on va passer à une notion très importante au niveau des circuits intégrés, qui sont les conditions indifférentes. Donc les conditions indifférentes, il nous arrive parfois qu'on ait la valeur de sortie de la fonction pour certaines combinaisons de valeurs d'entrée ne soit pas spécifiée
dans la description du circuit. Donc là, le fait de mettre 1 ou 0 dans la table de vérité ne va pas changer le résultat final du circuit. Donc, puisque ce résultat soit 1, soit 0 ne va pas changer le résultat final, en général, on met le terme soit don't care, soit le D, soit le X, qui peut être remplacé soit par 1, soit par 0. Et le choix de 1, de 0 dépend essentiellement de l'optimisation du circuit. Si par exemple, le fait de considérer un terme comme 1 permet de créer des paquets plus grands au niveau du tableau de Karnoff, ça veut dire une meilleure optimisation. Là, on va mettre dans le circuit 1. Sinon, si le 0 est mieux, donc on va le mettre à 0. Donc, on va prendre l'exemple de cet exercice. Si on veut afficher, par exemple, les 10 chiffres décimaux à l'aide de 7 segments qui sont notés de A à G. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Et qui peuvent être à 0 s'il est éteint, à 1 ou 1 allumé. D'accord? Si par exemple, on veut afficher le 0, donc pour afficher le 0, on doit allumer le F, le A, le B, le C, le D et le E. Si on veut afficher le 1, on va allumer juste le P et le C, les autres circuits seront éteints. Si on veut afficher par exemple le 3, donc pour le 3, on va allumer le A, le B, le G, le C et le D, ainsi de suite. Donc dans quel cas tous les circuits vont être allumés? C'est le cas où on a le chiffre 8. C'est là où on aura l'ensemble des circuits qui seront allumés. Donc le codage des chiffres de 0 à 9, il nécessite 4 bits, puisque pour avoir l'ensemble des chiffres, pour pouvoir traiter l'ensemble des chiffres, on aura besoin de 4 bits, que l'on peut noter de E0 jusqu'à E3. Donc le premier bit, le deuxième bit, le troisième bit et le quatrième bit. Donc là, la mise en place, il y a le tableau, table de vérité. Donc on aura besoin de 0 jusqu'à 9. Pour afficher 0 à 9, utilisez plutôt les circuits A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Si on a le A allumé, le B allumé, le C allumé, le D allumé, le E allumé et le F allumé, et le G qui est égal à 0, là c'est le chiffre 0. D'accord? C'est tout est allumé sauf le G, donc c'est le chiffre 0. Pour le 1, donc qu'est-ce qu'on a? On a le B qui est allumé, le C qui est allumé, les autres sont à 0. On va prendre le cas de 7. Donc pour le 7, on doit avoir le A, le B et le C qui sont allumés, le F, le G, le E et le D sont éteints. D'accord? Donc là, pour le 10, on n'a pas le chiffre 10. Donc peu importe d'avoir 1 ou 0 ici, puisque je ne vais pas utiliser le 10, ça ne va pas affecter le résultat final de ces circuits. Donc pour le résultat, donc là le résultat qui sont les circuits, bien les 4 chiffres décimaux que l'on peut noter à 0. Donc on a pour le 0 tout égal à 0, ça c'est la sortie. Pour le 1, on a le tout qui est égal à 0 sauf le E 0. Pour le troisième cas, on a le E1 et le E0 qui seront égaux à 3. Pour le 4, c'est le E2 qui est égal à 1, les autres à 0, ainsi de suite. Donc là, la dernière partie ici, de 10 jusqu'à 15, ils ne vont pas influencer le fonctionnement du circuit. D'accord? Parce que ce qui m'intéresse moi, c'est de schématiser de 0 à 9, qui est le résultat de ces circuits. D'accord? Donc pour le 10, le 1, le 12, le 13, si je mets le 1 au 0, ça ne va pas influencer le fonctionnement du circuit. Le choix de 0 et de 1 dépend essentiellement de la façon dont je vais optimiser ce circuit intégré. Donc ça, c'est la notion de conditions indifférentes. Maintenant, on va passer au circuit dit circuit séquentiel. Donc les fonctions de sortie dépendent non seulement, comme nous avons dit, les fonctions de sortie ne dépendent pas essentiellement de l'état des variables d'entrée, mais également de l'état antérieur de cette variable de sortie. D'accord? Ce qu'on appelle la propriété de mémorisation. Donc on peut se demander comment mettre en place un bloc de mémoire.
Donc, deux types de circuits sont essentiellement utilisés, ce qu'on appelle les bascules asynchrones, dites aussi verrou ou latch, et les bascules synchrones, dites bascules flip-flop. Donc, on va commencer tout d'abord par les bascules asynchrones. Donc, on a deux états, bien deux sorties, Coulomb et Coulomb prime, et les portes logiques qui est NOR, d'accord, deux portes logiques NOR. Donc, le changement des états Coulomb et Coulomb prime, elle dépend essentiellement des entrées S et R. Si on a par exemple S est égal à 0 et R est égal à 0, donc S est égal à 0, donc peu importe l'état de Coulomb, d'accord, qui est l'entrée aussi de ce porte NOR, donc on a 0 plus l'état, c'est l'état. Si l'état est 1, donc c'est 1, si l'état est 0, 0. Donc le résultat, c'est l'état de Coulomb, et là, puisque le note, donc on aura le Q bar. La même chose pour le R, qui est équivalent de l'entrée R. Donc on a le R, si par exemple le R est à 0, donc 0 plus, peu importe l'état de Coulomb bar, c'est l'inverse de Coulomb bar, qui est le Coulomb. Pour le S égal à 1, le R est égal à 0. Donc si on a le S égal à 1, peu importe l'état de Coulomb, puisqu'on a le 1, donc automatiquement on a le 1. Le résultat, c'est le 1, donc le contraire de le 1, c'est le 0. Donc ici, le Q bar, c'est le 0. Pour le Coulomb, donc dans le cas où on a R égal à 0, donc ici, l'état, c'est Coulomb bar. D'accord? Coulomb bar, l'inverse de Coulomb bar, c'est Coulomb. Et nous avons dit que Coulomb, c'est le Coulomb bar, c'est 0. Donc le Coulomb, c'est le 1. Dans le cas où on a le S égal à 0 et le R égal à 1. Donc si on a le S égal à 0, peu importe le cas de Coulomb, donc on aura la sortie ici Coulomb bar. Et ici, dans le cas où on a R égal à 1, donc peu importe l'état de Coulomb bar, c'est 1, et l'inverse de 1, c'est 0, donc Coulomb est égal à 0. Et par la suite, ici, le Coulomb bar, c'est 1. Si on a le S et le R égal à 1, donc peu importe ici, on a le 0, d'accord? Le Coulomb est égal à 0 et le Coulomb bar est égal à 0. Pour bascule synchrone. Donc pour bascule synchrone, là on a trois entrées. On a le S, le R et l'horloge. Et les portes logiques qui sont utilisées sont essentiellement les NAND. On aura toujours le S et le R qui est égal à 0, sinon le système sera instable. Donc le cas où on a 1 fois 1, il faut l'éviter pour avoir un système qui est stable. Sinon on aura des résultats qui sont instables. Donc le résultat Coulomb, elle dépend essentiellement de S, d'accord, et de R' fois l'état précédent Coulomb T. D'accord? Là, on va passer maintenant aux failles des circuits logiques. Donc, la question que je peux vous poser, est-ce qu'on peut faire confiance aux gadgets qu'on achète? Le téléphone, les tablettes, le PC, etc., la télévision, etc., tout ce qui est smart. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gadgets? Non, on ne peut pas faire confiance à ces gadgets parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces gadgets. Quels sont les circuits qui sont intégrés? Quels sont les circuits qui ont été utilisés, que ce soit pour l'optimisation, que ce soit pour manipulation de l'ensemble des caractéristiques d'un système numérique. Donc là, ces gadgets sont essentiellement sensibles les notions de backdoor, conception et implémentation qui ne sont pas conformes, littoral, les attaques cachées, les attaques physiques. Et par la suite, je vais vous présenter un exemple de faille. Dans les autres parties, nous allons voir plus de détails concernant les failles des systèmes numériques. On va prendre l'exemple d'un circuit intégré qui est composé de trois entrées qui sont A, B, C. D'accord? Et deux sorties. Le résultat est deux sorties qui sont X et le Y. Donc, à partir de ce tableau de vérité, la fonction algébrique, c'est que les sorties ne dépendent pas de A. D'accord? On a le X qui est égal à C', d'accord? Qui est l'inverse de C.
Y, elle est l'inverse de B. Quand B est égal à 0, Y est égal à 1. Quand B est égal à 1, on a Y est égal à 0. Ainsi de suite. Donc, les failles de ce circuit, ça c'est un petit circuit intégré. On va chercher quelles sont les failles. Si on donne comme entrée à A, B, C, qui sont les conditions indifférentes, 0, 0, 0. Donc, à partir de cette fonction algébrique qui est optimisée, on a pour le 0, 0, 0, donc on a pour le A, on ne va pas influencer, donc on va se baser essentiellement sur le B et le C, puisque le B et C ici sont égales à 0, donc X et Y c'est l'inverse de B et C, donc automatiquement la sortie elle est 11, d'accord? Et on va chercher ici la sortie 11, normalement l'entrée normale de cette 11 c'est le 1, 0, 0. D'accord? Donc pour le 0, 0, 0, c'est une nouvelle entrée qui va permettre d'avoir la même sortie. Ce qui constitue un backdoor. Un backdoor, c'est l'accès à un système via une porte qui est non autorisée par le système. D'accord? Prenons l'exemple dans le cas de l'entrée 1, 1, 1. Ça aussi, c'est une condition indifférente pour ce système. Donc, en appliquant la fonction algébrique qui est optimisée, pour le A, ça ne nous intéresse pas. Pour le 1, 1, c'est automatiquement le X est égal à 0, le B est égal à 0. Ici, pour le X est égal à 0, B est égal à 0, on n'a pas cette sortie. Donc, automatiquement, ça, c'est une entrée qui est invalide. Et là, on peut utiliser ce genre d'attaque pour l'injection de faute, pour voir comment le système va réagir lorsqu'on va injecter une faute au niveau de l'entrée de système. Le chapitre il est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser au niveau de la plateforme. Et merci pour votre attention.